Chapitre 1. Décembre 2011, février 2012. Nier la maladie la fera-t-elle disparaître? Alors que les journées avançaient, Noël est arrivé à grands pas. Un Noël particulier. Personne n'osait parler du grand animal coincé au milieu du salon. On faisait comme si rien n'avait changé. J'ai emmagasiné des souvenirs d'une beauté immense de cette période de Noël. Nous étions ouverts à toutes les rigolades, à toutes les émotions positives. J'étais reconnaissante de ces moments en famille, un de mes piliers de vie. Sans faire dans le fleur bleu, cela m'inspirait la famille, comme je souhaitais en avoir une plus tard. Elle n'était pas parfaite, mais elle était belle, avec de l'amour et du soutien entre tous, des rires, des conseils, des engueulades vite oubliées. J'ai passé Noël chez mes grands-parents paternels dans le sud-ouest de la France. Comme chaque année, le repas était frugal, les bouteilles se mariaient délicieusement avec les plats préparés par mon grand-père. En général, on passait des heures à table, des heures de joie, où mes joues devenaient vite pourpres et mes yeux se mettaient à briller. Ce Noël, je ne le savais pas alors, était le dernier où nous serions tous ensemble. Puis le réveillon est passé, à toute allure, et avec lui, le temps de rentrer dans les Alpes est venu. Nous nous sommes donc retrouvés à Gap, tous les 5, à vivre des moments impérissables, souvenirs chaleureux du bonheur partagé, de l'insouciance, de la vie tout simplement. Le week-end s'est partagé en moments d'une belle intensité, entre le ski, le repas bien mérité après l'effort, les jeux de société en famille, regarder un film ensemble, le temps comme suspendu, l'harmonie et la sérénité. Des balades en raquettes succédaient à des phases de farniente, des repas montagnards et des discussions et rires à profusion. Dans notre tradition familiale, nous passions les fêtes de Noël en famille et le réveillon du Nouvel An avec les amis. Le 31, arrivant à grands pas, je partais fêter la nouvelle année en Avignon chez ma meilleure amie. J'y retrouvais le confort de mon enfance, le souvenir de mes années d'insouciance. Nous avons passé la soirée comme au bon vieux temps, avec des petits fours, des toasts, un bon repas, une clairette de Die et des bons films de Jane Austen. Le côté romantique, l'aspect fleur bleue, et une pensée émue pour mon père. Étant infirmière et me connaissant depuis plus de 10 ans, je savais qu'elle comprendrait, qu'elle saurait les émotions et sentiments par lesquels j'allais passer. Peut-être les savait-elle même avant que ces sensations ne m'arrivent. Mais plus que tout, d'une certaine manière, son métier me rassurait. Je pouvais tout lui exprimer. Le nom de la maladie, les symptômes, les traitements, ces termes lui étaient familiers. Dans cette période particulière de ma vie où rien n'était certain, j'avais besoin de quelqu'un qui n'éprouvait pas la peur. Nous n'avons pas trop parlé de la maladie, je n'en avais pas spécialement envie. Mais entre amis, à un moment donné, plus besoin de parler, de s'exprimer, les informations passent naturellement. Là, en ce passage à l'an 2012, je ressentais le soutien et la compréhension. La fatigue m'a vite terrassée. J'étais couchée tout juste après minuit et les messages aux proches. Bonne année, à toi aussi, meilleurs vœux, bonne santé. La santé, c'était le vœu que j'ai le plus exprimé ce soir-là. Je me rendais compte de la joie et de la chance que j'avais d'être en bonne santé lorsque quelqu'un de très proche de moi était en train de la perdre. À ce moment-là, les bonnes santé, qui étaient habituellement dénuées de sens, reprenaient leur valeur première, le souhait profond que la personne aille bien. Je reprenais ensuite le chemin de la maison. Mon retour sur la Côte d'Azur était en même temps un retour au calme, après avoir vécu tant d'émotions. Mais aussi, paradoxalement, le retour dans la solitude, qui à cette époque pouvait me peser. J'ai repris le travail sans rien dire de ma nouvelle situation à personne. Après tout, je n'étais que la fille d'un père malade, rien de spécial, rien de particulier là-dedans. De mes collègues et de mes amis, peu étaient au courant. Pourquoi n'ai-je pas voulu dévoiler cette information même à mes amis de la région? Sans doute car je ne voulais pas donner de réalité à cet état, ne pas accepter la maladie, ne pas la nommer sur une place publique. N'était-ce pas lui nier toute existence? Et puis, le mental et l'ego me la faisaient aussi taire dans le milieu professionnel par peur du regard des autres, que j'estimais être un regard de pitié et d'incompréhension. À quoi servirait-il que ces autres sachent que je traversais une période si délicate? À quoi servirait-il qu'ils sachent que mon guide, plus que mon père, était malade et que cette maladie avait de grandes chances de disparaître? Oui, j'étais extrêmement optimiste quant à la situation. Après tout, ma mère avait réussi. L'image que j'avais de mon père, fort, plein de volonté et de vie, était incompatible avec lui, perdant face à cette chimère. Au travail, en même temps, je découvrirai mes nouvelles responsabilités, la solitude du chef, par de petites choses, des non-dits,
tel le changement de rythme, les personnes avec qui je mangeais le midi, les pauses qui disparaissent, le sport pour lequel je n'arrive plus à trouver le temps. J'étais sans cesse en quête de légitimité. Je voulais prouver au monde que j'étais digne de ce nouveau poste, qu'il était mérité. Je me montrais intransigeante avec moi-même et, avec le recul, avec les autres. Je ne souhaitais que faire évoluer et grandir les personnes de l'équipe, mais comment le faire quand moi-même j'étais dans un train à grande vitesse, sans être stable sur mes jambes? Pour combler ces difficultés, je me suis mise à une nouvelle activité, le jeu de rôle. Quel élément salvateur! Incarner un autre personnage, avoir des qualités et défauts différents, pouvoir tout expérimenter sans peur du jugement, pouvoir se tromper sans conséquences graves. Au début, je me sentais perdue, bizarre. Et puis, j'ai pris de la joie à faire jouer mon imagination, à vivre des aventures dans un autre monde. Le mois de janvier s'est tiré au rythme des jeux de société, des jeux de rôle, mais également des longues soirées au travail et des week-ends de fatigue intense. Je laissais de côté les émotions, la maladie n'existait pas. Mes parents sont descendus me voir à la fin du mois et par ironie, je suis tombée malade, une grippe carabinée. Une manière de me dire, hâte-toi un peu. Une manière aussi de retrouver le juste équilibre des forces. Mes parents s'occupaient de moi, comme si j'avais à nouveau 10 ans. Sans m'en rendre compte, j'en étais revenue à cette croyance enfantine et simpliste du soutien générationnel des parents vers l'enfant. Les parents n'avaient pas le droit d'être malades. Leur rôle n'était-il pas de prendre soin de leurs fils et de leurs filles? Je n'avais pas peur de le reconnaître. Cette pensée, qui aurait peut-être fait sourire ou au contraire aurait fait bouillir quelqu'un d'extérieur, était présente, ô combien intérieurement présente dans mon esprit. J'avais envie de le dévoiler, mais je ne le faisais pas. En jetant un coup d'œil honnête sur mes situations passées, je pouvais m'affranchir de certains tabous, mais pas de tous. Pas à ce moment-là. Et pourtant, je sentais que c'était par ce biais que mon évolution était possible. Malade, oui. Alité, non. Je ne souhaitais pas me reposer. Je continuais le travail, je persistais dans mon apprentissage du métier, je renonçais à montrer mes faiblesses. La neige m'a alors forcé à ralentir la cadence. Pour une haut alpine, voir de la neige à Antibes me réjouissait énormément. Cela m'a également stupéfaite. J'avais l'habitude de la neige, des routes blanches, de la conduite sur l'asphalte un peu gelé. Mais je n'étais pas du tout préparée à voir des images apocalyptiques de voitures abandonnées sur les bas-côtés, des rangées immobiles sur plus de 10 kilomètres, le silence, alors que je prenais le chemin du retour. Je prenais conscience que la zone azuréenne était effrayée par la neige, car elle n'était pas équipée pour y faire face. À la fin de ces journées blanchies, j'entamais la préparation de ma valise pour partir à l'autre bout du monde en voyage professionnel. Washington m'attendait. Le mois de février débutait sur les chapeaux de roue. Quand je partais en voyage pour le travail ou pour des raisons personnelles, je gardais toujours cette âme d'enfant émerveillé. Tout pays était riche en découvertes. Il m'ouvrait à de nouvelles perspectives. Il me partageait des émotions. Il me faisait ressentir. Ce voyage à Washington était donc une extraordinaire opportunité et une chance. Les journées étaient chargées, intenses. On travaillait sans relâche. Mais j'ai également gardé en mémoire les fous rires avec mes compagnons de voyage, les échanges de regards, les apéros et la joie de visiter la ville lors de notre jour de repos. Nous avons parcouru des kilomètres à pied entre les différentes sections de la ville, les différents monuments plus grands les uns que les autres. La rencontre chargée d'intensité avec Lincoln, les espaces verts, les grandes esplanades et le vide humain. Nous étions seuls au monde, à déambuler dans les ruelles, comme si la ville nous appartenait. Alors, ce chapitre 1, il aborde une notion qui à l'époque, était complètement inconsciente pour moi. Donc tout ce chapitre 1, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, je suis complètement inconsciente de ce qui se joue en moi, des pensées que j'ai, des émotions qui se jouent, de mes mécanismes de fonctionnement. J'en ai absolument pas du tout conscience et avec le recul, on peut voir en fait que premièrement, il y a du gros déni. Il y a un très, très, très gros déni. Il y a surtout, je ne veux pas voir des émotions intérieures de tristesse, de peur, peut-être également de colère que je ressens.
C'est vraiment pas du tout le moment. C'est au contraire une phase où, je mets l'accent sur le fait de savourer le moment présent, sur, être dans la gratitude, la reconnaissance de ce que je vis à ce moment-là et de profiter un maximum des choses. Et en parallèle de ça, il y a une grande fuite intérieure. C'est-à-dire que, et je l'exprime à plusieurs moments, il y a un sentiment de solitude intérieure et un sentiment de vide, qui, quand je suis en famille, est complètement, comblé et qui, au final, quand je repars, réapparaît de manière extrême. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remplis ce vide par, des activités extérieures, par, le jeu, par la fuite dans un autre monde, par, par également des mécanismes, de, des jeux de pouvoir, de «je suis, c'est moi l'enfant, donc c'est à vous de prendre soin de moi». Vous êtes mes parents, c'est à vous de prendre soin de moi, c'est pas à moi à prendre soin de vous. Donc il y a ce rapport à, à la génération et aux générations qui apparaît extrêmement fort. Le déni également que un de mes parents peut mourir. D'ailleurs, le mot «mort», je ne le prononce absolument jamais dans cette période-là. C'est absolument impossible. Et donc il y a ce mécanisme de protection qui dit: «OK, je me remets en mode, enfant quand mes parents sont là». C'est-à-dire que c'est à eux de prendre soin de moi, donc voilà, je tombe malade et puis, quand, ils sont pas là, je passe dans un mode de vie à 15 000. Donc de combler le vide, émotionnel, le vide même un peu énergétique que je ressens de 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 gérer cette nouvelle, en fait, de la maladie et de potentiellement mon père peut mourir, je le comble par, le fait de remplir un maximum. En plus de ça, en parallèle, donc pour faire que les choses, elles soient encore plus, extrêmes, il y a le fait de découvrir ce nouveau métier de manager, donc de chef d'équipe où, et bien, je me prends sur moi le poids de, la légitimité, de être digne, de, à ce moment-là, j'en avais pas conscience, mais je suis une femme dans une entreprise qui est principalement masculine, et donc de ressentir ce poids de, je dois prouver que je mérite d'être là, je dois, montrer que un en tant que femme, j'ai le droit d'être là et 2 en tant que moi, Marion, j'ai le droit d'être là et j'ai mérité ça. J'ai mérité le fait d'être promue. Donc il y avait vraiment, ces 2 choses assez fortes qui, au final, ont fait que, je me suis un peu, dispersée. C'est-à-dire, je suis pas du tout allée voir à l'intérieur. Au contraire, j'ai mis tout l'accent sur l'extérieur avec également hem, cette envie de ne voir que ce qui allait bien, de profiter un maximum pour finalement, eh bien, vous l'avez entendu, à un moment donné, je tombe malade, et surtout, je ne veux pas me reposer. C'est-à-dire que mon corps me dit: «Stop, pose-toi, repose-toi, prends du temps pour toi». Eh bien non, non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que rester, alité, rester, voilà, dans cette situation-là, serait reconnaître, ben, ma propre faiblesse, ma propre vulnérabilité, mes propres douleurs, mes propres, émotions, dites négatives, et ce serait rentrer dans une phase intérieure où j'ai pas du tout envie d'aller voir. Bon, en plus de ça, comme j'étais absolument inconsciente de tout ce qui se jouait à l'époque, bah, c'était absolument pas possible de ne rien faire alors qu'à côté de ça, il y a la mort qui est là donc non, je veux profiter de chaque instant pleinement. Bon, le truc, c'est que, de ce fait, j'en oublie complètement de m'écouter, d'écouter mes besoins, qu'ils soient corporels, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient même mentaux. À un moment donné, d'ailleurs, je m'auto-culpabilise en me disant: «Oui, j'ai absolument pas envie de parler de ma situation parce que j'ai pas envie d'être jugée, en fait, d'être regardée avec pitié. J'ai pas envie que leur regard change». Et donc ça, c'est des mécanismes plutôt mentaux de dire, «Oh là là, si j'exprime juste que voilà, je vis cette situation, et bien, j'ai peur du poids, du regard des autres». Alors que, bah, tout simplement, c'est quoi qui me faisait peur à l'époque? Bah, c'était le fait de montrer que je suis et que j'étais humaine, que, bah, voilà, il y a je n'étais pas,
toute puissante, toute forte, alors que c'est exactement l'image que j'essaie de renvoyer, de l'intransigeance, de la certitude d'être, voilà, d'être là, de savoir ce que je fais, et toujours en étant dans cette, mmh, dans ce, comment on pourrait dire? Dans cette vision et dans cette envie de bien faire. L'objectif que j'ai eu dès le début où je suis devenue, chef d'équipe, c'était de faire grandir et de faire évoluer les personnes de l'équipe. C'était vraiment cet objectif, sauf que je l'ai fait de manière assez maladroite, parce qu'intérieurement, eh bien, je n'écoutais pas tout ce qui se jouait en moi. Toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, toutes les émotions, et ce vide que je ressentais. Voilà, donc d'un point de vue concept spirituel, il y a cette notion du déni, de la peur également, de toutes ces émotions dites négatives que je ne voulais pas voir, que je dénie. Il y a un déni total pour aller dans le déséquilibre inverse qui est d'être dans la gratitude, mais poussée. C'est-à-dire que c'est savourer le moment présent, oui, c'est chouette, mais ça ne veut pas dire qu'on doit nier aussi, et ne pas embrasser, les événements qui arrivent, enfin, c'est pas les événements, mais plutôt ce que ça fait ressentir pour le libérer. Donc voilà. 2e truc que je voulais noter, c'était le fait qu'il y a quand même eu un moment donné, quelque chose où j'ai eu, donc maintenant avec le recul, je peux le voir, 2 aides très fortes. Première aide, c'est l'aide de ma meilleure amie. Pas tellement par le fait qu'on ait parlé de tout ce qui se passait, mais juste par le fait qu'elle n'avait pas peur. C'est-à-dire que j'ai su m'entourer de quelqu'un qui n'avait pas peur de la situation de la situation dans laquelle j'étais. Et ça, quand on est dans des situations un peu particulières, un peu fortes et challenge, c'est important en fait de se retrouver entouré de personnes qui n'ont pas peur. Et la deuxième, c'est que, l'univers et la nature m'a envoyé des beaux signes de soutien que je n'ai pas su complètement voir à l'époque, notamment par la notion de neige, la neige qui tombe, qui rend en fait les lieux complètement surréalistes, avec cette idée, cette vision apocalyptique, de la rue, et le fait de dire: «Bah, il neige, donc tu es obligé de te poser en fait chez toi. Tu peux pas rester, tu es obligé de rentrer et tu vas te reposer». Voilà, donc ces 2 aspects-là que j'avais pas du tout vus, même, en relisant, dernièrement, je peux les noter maintenant. Voilà pour ce premier chapitre. À bientôt pour le deuxième.